les écrasant février 1945, la Rhénanie. Le givre s'accroche à chaque surface comme une malédiction. La campagne allemande, autrefois fière, maintenant brisée, s'étend à l'infini sous un ciel gris qui ne promet ni pitié ni espoir. Dans une zone de rassemblement boueuse à l'extérieur de Duren, les équipages de chars américains se blottissent autour de feux de barils, leur souffle formant des nuages qui se dissolvent dans le froid matinal. Parmi eux se tient le sergent Jake Morrison, 24 ans, avec des mains qui tremblent encore quand il dort. Il y a 3 mois, son Sherman a brûlé dans les Ardennes. Il a regardé 2 hommes mourir dans ce cercueil d'acier, des hommes bien, des amis qui lui avaient appris à jouer au poker et qui juraient qu'ils verraient tous Times Square ensemble quand tout serait fini. Mais ce Sherman a disparu maintenant, réduit à un squelette noirci quelque part dans une forêt belge. Et Morrison, il a été réaffecté. Pas à un autre Sherman, à quelque chose de différent, le Dick Sweet Hellcat. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Le chasseur de chars le plus rapide au monde, avait dit l'officier de briefing, la voix dégoulinante d'optimisme de propagande. 88 km/h sur route ouverte, tourelle ouverte pour une visibilité maximale, canon de 76 mm qui peut percer tout ce que les Boches vous lancent. Et le blindage, monsieur? L'officier avait hésité. Minimal, 1 centimètre sur la coque. Mais c'est là toute la beauté. Vous n'avez pas besoin de blindage quand vous êtes plus rapide que l'ennemi ne peut viser. Maintenant, debout à l'Ortelice, côté de sa nouvelle machine, Morrison passe sa main le long du blindage mince. Ça ressemble à du papier d'aluminium. Comme une promesse écrite dans des mensonges, son équipage se rassemble autour de lui. Bobby Chen, le conducteur, un gamin de Californie, qui peut tirer de la vitesse de n'importe quel moteur. Tommy, Red O'Malley, le tireur, un Irlandais de Boston avec des mains stables et un sens de l'humour sombre. Et le soldat Louis, à peine 10 à 9 ans, qui écrit encore des lettres à sa mère chaque soir, même si le courrier n'est pas passé depuis des semaines. Alors c'est notre nouveau bolide? Marmonne Red, tapotant la coque. Une boîte de conserve avec un gros canon et pas de toit? Morrison force un sourire. Une boîte de conserve rapide. Chen grimpe dans le siège du conducteur, testant les commandes. Elle ronronne comme un rêve, sergent. On pourrait distancer n'importe quoi sur 4 chenilles. Bien, dit Morrison. Parce que c'est le plan. On ne reste pas et on ne se bat pas. On frappe, on bouge, on survit. Mais même en le disant, il connaît la vérité. La vitesse est à la fois leur plus grande arme et leur illusion la plus fragile. Une erreur, un moment d'hésitation, et ils brûleront aussi vite que n'importe quel Sherman. L'aube se lève froide et sans couleur. Le Hellcat de Morrison mène une colonne de 5 chasseurs de chars à travers un pont flottant enjambant la rivière glacée. Le pont oscille légèrement sous le poids, grinçant comme les os de quelque chose d'ancien et mourant. À travers ses jumelles, Morrison scrute la rive opposée, lignes d'arbres, fermes incendiées, un clocher d'église penché à un angle contre nature. Tout semble abandonné. La reconnaissance dit que les Allemands se sont retirés la nuit dernière, rapporte Red depuis la tourelle. Le renseignement pense qu'ils se regroupent à 15 km à l'est. Le renseignement pensait aussi que les Trasa Ely, Ardennes seraient calmes, marmonne Morrison. Chen rit nerveusement. Allez, sergent, donnez-nous un peu d'optimisme. Je vous donnerai de l'optimisme quand nous serons de l'autre côté de cette guerre. Le moteur du Hellcat gronde sous eux, un son que Morrison a appris à lire comme un battement de cœur. Régulier, forte, prêt, ils traversent le pont à 24 km/h, les chenilles claquant contre les planches de bois. Derrière eux, les 4 autres Hellcats suivent en formation décalée. Morrison vérifie sa montre. 6h42. Ils atteignent la rive lointaine. Le Hellcat de tête, celui de Morrison, accélère à 48 km/h, fonçant sur une route boueuse flanquée d'arbres squelettiques. La tourelle ouverte laisse entrer le vent, tranchant et mordant, mais leur donne aussi une vue à 360 degrés. Restez vigilants, ordonne Morrison. Si vous voyez quoi que ce soit, de la fumée, du mouvement, des ombres, vous le signalez. Lewis, le chargeur, se déplace nerveusement.
Sergent, et s'ils nous attendent, Morrison ne répond pas immédiatement. Finalement, alors on bouge plus vite qu'ils ne peuvent viser. Le convoi se déploie, couvrant plus de terrain. Le Hellcat de Morrison prend le centre. 2 flancs à gauche, 2 flancs à droite. À 6h44, ils entrent dans une clairière. C'est Red qui le voit en premier. Contact, 2 heures. Panther. Le sang de Morrison se glace. À travers les arbres, partiellement dissimulés par un filet de camouflage, se trouve la silhouette indubitable d'un char Panther allemand, son canon pivotant déjà vers eux. « Bouges !» rugit Morrison. Chen écrase l'accélérateur. Le Hellcat bondit en avant, le moteur hurlant, les chenilles déchirant la boue et l'herbe. Le compteur grimpe. 56, 64, 72 km/h. Le Panther tire. Le coup et siffle devant eux, si près que Morrison sent l'onde de pression gifler son visage. Évasion, zigzag. Chen obéit, secouant le Hellcat à gauche, puis à droite, puis à gauche encore. Le chasseur de chars danse à travers le champ de bataille. Red pivote la tourelle, essayant de verrouiller le Panther. « Je n'arrive pas à avoir un tir net. Alors fais-en un sale !» crie Morrison. Il passe devant une grange incendiée. Un autre Hellcat n'a pas cette chance. Le deuxième tir du Panther perce son blindage mince comme du papier. L'explosion est instantanée. Le feu éclot. Les hommes crient. Morrison ne regarde pas en arrière. 180 secondes, murmure-t-il. Quoi? Hurle Chen par-dessus le rugissement du moteur. C'est le temps qu'on a avant qu'il recharge et tire à nouveau. 180 secondes, 3 minutes. Bouge plus vite. De l'autre côté de la rivière, dans un poste de commandement allemand dissimulé parmi les ruines d'une église bombardée, le Hauptmann Klaus Weber étudie des photos de reconnaissance avec la précision d'un chirurgien examinant une radiographie. Les murs de pierre effondrés forment des ombres irrégulières dans la faible lumière de l'aube, et l'odeur de la pierre mouillée se mêle à celle du tabac froid et de l'huile de lampe. Weber a 36 ans, un vétéran de l'Afrique du Nord, de Kursk, et maintenant ceci, les derniers souffles agonisants du Reich. Son char Panther, numéro 210 à Sept, est camouflé sous des filets et des branches d'arbres, son long canon de 75 mm pointant vers l'ouest comme une accusation silencieuse. Ils envoient des blindés légers à travers le pont à l'aube, rapporte son officier de renseignement, un jeune lieutenant aux yeux cernés qui n'a pas dormi depuis 48 heures. Des chasseurs de chars américains, le MDIC suit. Des véhicules rapides, mal blindés. Weber hoche lentement la tête, ses doigts traçant les contours des véhicules sur les photographies granuleuses étalées devant lui, sur une table improvisée, faite de planches et de caisses de munitions. Le Hellcat, dit-il simplement, le mot américain sonnant étrange dans sa bouche. Vous en avez entendu parler? Demande l'officier de renseignement, surpris. J'ai lu les rapports, répond Weber, ses yeux gris ne quittant pas les photos. Vitesse impressionnante, puissance de feu adéquate, mais aucune protection. Il allume une cigarette, la braise rougeoyant dans la lumière tamisée qui filtre à travers les vitraux brisés de l'église. Il compte sur la mobilité pour compenser la vulnérabilité. Une tactique désespérée. Son tireur, le Feldwebel Ernst Richter, s'appuie contre la coque du Panther. C'est un homme compact, musclé, avec des mains qui connaissent chaque centimètre du canon de 75 mm comme un pianiste connaît son instrument. « Alors on les laisse approcher ?» demande T-Il, une note d'anticipation dans la voix. Weber corrige doucement, comme un professeur patient avec un étudiant prometteur. On les laisse croire qu'ils ont l'avantage. La vitesse ne signifie rien si vous ne savez pas où se trouve votre ennemi. On atteint. On les laisse traverser. Et quand ils sont engagés, quand ils croient qu'ils nous chassent, on frappe. Richter sourit, un sourire qui ne touche pas ses yeux. Le matador et le taureau. Exactement, confirme Weber. Il écrase sa cigarette sous sa botte, le geste délibéré et final. Le Panther possède 80 mm de blindage frontal, plus que suffisant pour dévier le canon du MDIC-8 à distance. Et sa propre arme peut percer 1 centimètre de blindage à plus d'1 kilomètre de distance. Ce ne sera pas une bataille.
Ce sera une exécution. Préparez les positions, ordonne Weber, sa voix portant l'autorité de 1000 combats. La patience gagne les plus peurs. Guerre. Laissez-les venir à nous. L'équipage se met au travail avec l'efficacité née de l'expérience et de la nécessité. Le chargeur, un Bavarois trapu nommé Manfred Koch, vérifie chaque obus avec un soin méticuleux, ses doigts courant sur le métal froid, comme s'il caressait quelque chose de précieux. Le pilote, Gefreiter Paul Schneider, teste les commandes, écoutant le ronronnement du moteur Maybach de 700 chevaux, avec l'attention d'un médecin ausculant un patient. Le radio-opérateur, Heinrich Bauer, ajuste son casque et vérifie les fréquences, son visage pâle dans la lueur verte de son équipement. Weber montait dans le Panther, glissant dans le siège du commandant avec la familiarité de quelqu'un rentrant chez soi. L'intérieur sent le métal, l'huile, la sueur et quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable qui appartient uniquement aux machines de guerre. Les instruments brillent faiblement dans l'obscurité, petites étoiles de technologie dans un univers d'acier. Il ajuste son casque, le cuir craquelé et usé par des années de service, et observe à travers son périscope le paysage gelé qui s'étend devant lui. La clairière est parfaite, pense-t-il, un entonnoir naturel qui force l'ennemi dans un espace restreint, limitant leur avantage de vitesse. Les arbres forment des couloirs naturels, canalisant le mouvement comme l'eau dans un canal. À sa gauche, dissimulé derrière une grange effondrée, se trouve un autre panthère, commandé par l'Oberleutnant Friedrich Müller, un homme taciturne de Hambourg qui a perdu sa famille sous les bombardements alliés. À sa droite, camouflé dans un bosquet dense, un troisième panthère atteint, son commandant, le jeune et fougueux, lieutenant Hans Vogel, probablement impatient d'en découdre. 3 panthères contre 5 Hellcats. Sur le papier, les chiffres favorisent les Américains. Dans la réalité, avec la position, l'expérience et la patience, Weber sait que les Allemands ont tous les avantages. Silence radio complet, ordonne-t-il dans son microphone. Personne ne tire avant mon signal. Compris? Les réponses arrivent, brèves et professionnelles. Verstanden. Jawohl, Herr Hauptmann. Compris. Weber s'installe pour attendre. L'attente est la partie la plus difficile de la guerre, plus difficile que le combat lui-même. Dans le combat, le corps prend le relais, l'adrénaline masque la peur, le training dicte les actions, mais dans l'attente, l'esprit a le temps de vagabonder, de se souvenir, de douter. Il pense à sa femme, Greta, et à leur fille de 8 ans, Sophie, évacuée vers la Bavière il y a 6 mois. Il se demande si elles ont assez à manger, si elles sont en sécurité, si elles pensent à lui. La dernière lettre qu'il a reçue date de 3 semaines, les mots de Greta soigneusement optimistes, masquant les difficultés qu'il sait qu'elles doivent affronter. Herr Hauptmann, murmure Richter, le ramenant au présent. Mouvement au pont. Weber se penche sur son périscope, ajustant la mise au point. À travers les lentilles, il voit les premières silhouettes traverser le pont flottant, des formes basses et angulaires qui se déplacent avec une vitesse surprenante. Les Hellcats, 1, 2, 3, 4, 5, exactement comme l'avait prédit le renseignement. Ils se déploient en formation une fois le pont traversé, 2 à gauche, 2 à droite, 1 au centre, tactique standard américaine, pense Weber. Prévisible. Distance? Demande-t-il à voix basse. 1800 mètres et se rapprochant, répond Richter, ses yeux collés à la lunette de visée. Vitesse estimée, 48 km par heure. Weber fait le calcul mentalement. À cette vitesse, ils seront dans la clairière dans moins de 2 minutes. 2 minutes pour décider du sort de 10 équipages, américains et allemands. 2 minutes qui sépareront les vivants des morts. Patience, murmure T, autant pour lui-même que pour son équipage. Laissez-les entrer dans la clairière. Laissez-les croire qu'ils sont en sécurité. Les Hellcats avancent, leurs tourelles ouvertes, exposant les commandants à l'air glacé. Weber peut presque voir leur visage à travers son périscope. Jeunes, concentrés, inconscients du piège qui se referme autour d'eux. Il ressent un pincement de... Quoi? Pas de la pitié, exactement. Peu, être du respect. Ces hommes sont des soldats comme lui, faisant leur devoir, obéissant à des ordres donnés par des hommes assis loin des lignes de front. Dans un autre monde, dans un autre temps, ils auraient pu être amis, partager une bière,
parler de leur famille et de leurs rêves. Mais ce n'est pas cet autre monde, c'est celui-ci, et dans ce monde, seuls les morts et les vivants existent, et Weber a l'intention d'appartenir fermement à la deuxième catégorie. 1400 mètres, annonce Richter. Le Hellcat de tête entre dans la clairière, suivi par les autres. Ils ralentissent légèrement, leur commandant scrutant prudemment le terrain. L'un d'eux, celui du centre, semble hésiter. Weber observe l'homme à travers son périscope, un sergent américain qui balaie la zone avec ses jumelles. Est-ce qu'il sent le danger? Est-ce que son instinct lui crie de faire demi-tour? 1200 mètres, murmure Richter. Canon chargé, perforant blindage. Attendez, dit Weber calmement. 1000 mètres. Les Hellcats s'avancent plus profondément dans le piège. Weber sent son pouls ralentir, entrant dans cet état de calme hyper concentré qu'il a appris sur 100 champs de bataille. Ses mains sont stables, sa respiration régulière, son esprit clair comme du cristal. 800 mètres, annonce Richter, sa voix maintenant tendue d'anticipation. 700. Visez le second véhicule sur la gauche, ordonne Weber. Celui-là d'abord. Visez, confirme. Richter. Weber compte mentalement les secondes. 1, 2, 3. Les Hellcats sont maintenant en plein milieu de la clairière, complètement exposés, leurs flancs vulnérables offerts aux canons allemands cachés. C'est le moment entre la vie et la mort, entre la victoire et la défaite. Feu, dit-il doucement, presque tendrement. Le Panther tressaille alors que le canon de 75 mm rugit, un éclair de feu orange illuminant brièvement le camouflage. Weber voit l'obus tracer une ligne presque visible dans l'air froid. Voit l'impact. Voit le Hellcat exploser en une boule de feu qui monte vers le ciel gris. Cible détruite, rapporte Richter avec satisfaction professionnelle. Recharge. Recharge, répond Koch, déjà en train de chambrer le prochain obus. Les autres Panthers ouvrent le feu, leurs canons crachant mort et destruction. Un deuxième Hellcat explose, puis un troisième. Les deux survivants réagissent avec une vitesse impressionnante, leurs moteurs hurlant alors qu'ils accélèrent désespérément, tentant d'échapper au piège. Le chef, dit Weber, suivant le Hellcat du centre, avec son périscope. Richter, celui du centre. Visez. Mais le Hellcat américain est rapide, incroyablement rapide, zigzaguant comme un lièvre traqué, utilisant chaque once de ses 88 km/h. Le premier tir le manque de peu, l'obus s'écrasant dans la terre gelée à 3 mètres de sa cible. Rechargez, ordonne calmement Weber. Il reviendra. Ils reviennent toujours. Et il a raison. Au lieu de fuir, le Hellcat américain fait quelque chose d'inattendu, de fou, de brillamment désespéré. Il fonce directement vers le Panther de Weber, fermant la distance à une vitesse folle. Weber sent une pointe d'admiration malgré lui. Ce commandant américain comprend. Il sait que sa seule chance est d'entrer si près que le Panther ne pourra pas déprimer son canon assez bas pour le toucher. C'est audacieux, c'est intelligent, et cela pourrait même fonctionner. Il charge, dit Richter, incrédule. Le fou charge. Distance, demande Weber, sa voix toujours calme. 400 mètres, 350, 300. Tirez maintenant, ordonne Weber. Le canon rougit une dernière fois. L'aube se lève froide et sans couleur. Le Hellcat de Morrison mène une colonne de 5 chasseurs de chars à travers un pont flottant, enjambant la rivière glacée. Le pont oscille légèrement sous le poids, grinçant comme les os de quelque chose d'ancien et mourant. L'eau noire en dessous coule silencieusement, emportant avec elle des morceaux de glace qui scintillent faiblement dans la lumière naissante. Le vent souffle en rafales courtes et violentes, apportant avec lui l'odeur de la neige fondue, du métal rouillé et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sinistre que Morrison ne peut pas tout à fait identifier. À travers ses jumelles, Morrison scrute la rive opposée, avec une intensité qui fait mal à ses yeux fatigués. Lignes d'arbres dénudés qui se dressent comme des squelettes contre le ciel gris. Fermes incendiées, leurs murs effondrés, formant des silhouettes déchiquetées. Un clocher d'église penché à un angle contre nature, comme un doigt accusateur pointant vers les cieux indifférents.
Tout semble abandonné, désolé, vidé de toute vie humaine. Mais Morrison a appris à ne pas faire confiance aux apparences. Dans cette guerre, les choses les plus mortes peuvent cacher les dangers les plus vivants. La reconnaissance dit que les Allemands se sont retirés la nuit dernière. Rapporte Red depuis la tourelle, sa voix crépitant légèrement dans l'intercom. Le renseignement pense qu'ils se regroupent à 15 km à l'est. Morrison marmonne sans quitter ses jumelles des yeux. Le renseignement pensait aussi que les Ardennes seraient calmes, le silence qui sue. Cette remarque est lourde, chargée de souvenirs que personne ne veut exhumer. Chen rit nerveusement, un son qui ressemble plus à une toux qu'à de l'amusement véritable. Allez, sergent, donnez-nous un peu d'optimisme. Morrison abaisse enfin ses jumelles et regarde son équipage, ces hommes dont il est responsable, ces visages jeunes marqués par trop de batailles en trop peu de temps. Je vous donnerai de l'optimisme quand nous serons de l'autre côté de cette guerre. Le moteur du Hellcat gronde sous eux, un son que Morrison a appris à lire comme un battement de cœur. Régulier, fort, prêt. C'est un son différent de celui du Sherman qu'il commandait avant, plus aigu, plus nerveux, comme un pur sang comparé à un cheval de Leibourg. Il peut sentir chaque vibration à travers le siège métallique, chaque fluctuation de puissance transmise par les chenilles au sol gelé en dessous. Il traverse le pont à 24 km/h, les chenilles claquant contre les planches de bois dans un rythme régulier et hypnotique. Clang, clang, clang. Chaque planche gémit sous leur poids, et Morrison retient involontairement son souffle à chaque craquement un peu trop fort, imaginant le pont s'effondrant et le Hellcat plongeant dans l'eau noire glacée. Derrière eux, les 4 autres Hellcats suivent en formation échelonnée, leur silhouette basse et angulaire se découpant contre le ciel pâle. Morrison vérifie sa montre, un geste devenu aussi automatique que respirer. 6h42. L'aube arrive tard en février, et même maintenant, la lumière reste faible, diffuse, comme si le soleil lui-même hésitait à éclairer ce qui va se passer. Ils atteignent la rive lointaine sans incident, et Morrison sent une tension qu'il ne savait pas avoir se relâcher légèrement dans ses épaules. Le Hellcat de tête, le sien, accélère à 48 km/h, fonçant sur une route boueuse flanquée d'arbres, squelettiques dont les branches nues griffent le ciel comme des doigts suppliants. La tourelle ouverte laisse entrer le vent, tranchant et mordant, qui fait larmoyer les yeux et engourdit les joues exposées. Mais elle leur donne aussi une vue à 360 degrés, un avantage tactique que Morrison apprécie, même s'il paierait cher pour avoir un toit au-dessus de sa tête en ce moment. Le froid s'infiltre sous son uniforme, se loge dans ses os, mais il l'ignore. Il y a des choses plus dangereuses que le froid dans ce paysage désolé. Restez vigilants, ordonne Morrison, sa voix portant l'autorité du commandement, mais aussi une nuance de quelque chose d'autre. Peut être de la peur, peut être simplement de la prudence apprise à la dure. Si vous voyez quoi que ce soit, de la fumée, du mouvement, des ombres, vous le signalez immédiatement. Lewis, le chargeur, se déplace nerveusement dans l'espace confiné, ses mains vérifiant et revérifiant les obus stockés, même s'il sait exactement où chacun se trouve. Sergent, et s'ils nous attendent? Sa voix trahit sa jeunesse, 10 à 9 ans seulement, à peine assez vieux pour voter, certainement pas assez vieux pour mourir dans un champ gelé à des milliers de kilomètres de chez lui. Morrison ne répond pas immédiatement. Il pèse ses mots, sachant que ce qu'il dit maintenant pourrait faire la différence entre un équipage qui fonctionne et un équipage paralysé par la peur. Finalement, il dit simplement « Alors on bouge plus vite qu'ils ne peuvent viser. » Le convoi se déploie, couvrant plus de terrain, une manœuvre qu'ils ont pratiquée des dizaines de fois, mais qui n'a jamais semblé aussi importante qu'en ce moment. Le Hellcat de Morrison prend le centre, une position qui offre la meilleure vue d'ensemble, mais aussi la plus grande exposition. 2 Hellcats flanquent à gauche, glissant entre les arbres avec une agilité surprenante pour des machines pesant 10 à 8 tonnes. 2 flanquent à droite, leurs tourelles pivotant constamment, cherchant des menaces dans chaque ombre, chaque pli du terrain. La formation est bonne, tactiquement solide, exactement comme dans le manuel. Mais Morrison a appris que les manuels sont écrits par des hommes qui survivent, pas par ceux qui meurent. À 6h44, ils entrent dans une clairière. C'est Red qui le voit en premier, ses yeux perçants entraînés par des mois de combat
à repérer les formes qui ne devraient pas être là. Contact, 2 heures, Panther. Les deux mots résonnent dans l'intercom comme une sentence de mort. Le sang de Morrison se glace dans ses veines, son cœur s'arrête pendant un battement, puis reprend à un rythme 2 fois plus rapide. À travers les arbres, partiellement dissimulés par un filet de camouflage et des branches soigneusement disposées, se trouve la silhouette indubitable d'un char Panther allemand, cette bête de guerre allemande qui hante les cauchemars de tout tankiste américain. Son canon, long et menaçant comme le museau d'un préparé et raconter cette histoire, nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Prédateurs préhistoriques pivotent déjà vers eux avec une lenteur délibérée qui est en quelque sorte plus terrifiante que la vitesse. « Bougez », rugit Morrison, sa voix montant d'une octave malgré lui. Chen n'a pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il écrase l'accélérateur jusqu'au plancher, son pied appuyant si fort que le métal grince en protestation. Le Hellcat bondit en avant comme un animal piqué, le moteur hurlant dans un crescendo de puissance pure et désespérée. Les chenilles déchirent la boue et l'herbe gelée, projetant des mottes de terre derrière eux dans une gerbe chaotique. Le compteur de vitesse grimpe avec une rapidité qui serait impressionnante dans d'autres circonstances. 56, 64, 72 km/h. Le Hellcat vibre si violemment que Morrison doit s'agripper à la tourelle pour ne pas être éjecté. Le Panther tire. Le son est comme la fin du monde, un rugissement qui remplit l'univers entier et fait vibrer l'air lui-même. Morrison voit l'éclair orange du canon, voit l'obus tracer une ligne à travers l'air, si rapide que c'est presque impossible à suivre, mais assez lent pour que son cerveau enregistre chaque milliseconde de son approche. Le coup siffle devant eux. Si près que Morrison sent littéralement l'onde de pression gifler son visage, un impact invisible qui lui coupe le souffle et fait sonner ses oreilles. L'obus percute le sol 50 mètres derrière eux, détonnant dans une gerbe de terre, de boue et d'éclats de métal qui retombent comme une pluie mortelle. Évasion, zigzag, hurle Morrison, même si sa voix est à peine audible par-dessus le rugissement du moteur et le sifflement du vent. Chen obéit avec une précision née de l'entraînement et de l'instinct de survie le plus basique. Il secoue le Hellcat à gauche, les chenilles crissant alors qu'elles mordent latéralement dans le sol, puis à droite, le véhicule se penchant dangereusement, puis à gauche encore, dans un mouvement si brusque que Lewis est projeté contre la paroi et laisse échapper un juron. Le chasseur de chars danse à travers le champ de bataille comme un boxeur ivre essayant d'esquiver des coups, mais c'est une danse de survie, et c'est leur seule chance. Red pivote la tourelle avec une urgence frénétique, essayant désespérément de verrouiller le Panther dans sa lunette de visée. Mais le Hellcat bouge trop vite, trop erratiquement, et le Panther est partiellement caché par son camouflage. « Je n'arrive pas à avoir un tir net », crie-t-il, la frustration évidente dans sa voix. « Alors fais-en un sale », répond Morrison en hurlant. « Tire quelque chose, n'importe quoi. Fais-lui savoir qu'on morde aussi. » Il passe en trombe devant une grange incendiée, ses poutres noircies formant une cage squelettique contre le ciel. L'odeur de bois brûlé et de quelque chose de pire emplit momentanément l'air. Un autre Hellcat, le numéro 3, commandé par le lieutenant Parker, un gars de Milwaukee qui collectionnait des timbres et parlait toujours de sa petite amie qui l'attendait, n'a pas cette chance. Le deuxième tir du Panther est aussi précis que le premier, peut être plus. L'obus perce le blindage mince du Hellcat comme du papier, comme si le métal n'était qu'une suggestion plutôt qu'une protection. L'explosion est instantanée, un flash aveuglant de lumière blanche et orange. Le feu éclot, se déployant comme une fleur mortelle. Les hommes crient. Des sons qui hanteront Morrison jusqu'à la fin de ses jours. Morrison ne regarde pas en arrière. Il ne peut pas. S'il regarde, il verra des amis mourir. Et s'il voit ça, il ne pourra pas continuer à donner des ordres, à fonctionner, à survivre. 180 secondes, murmure-t-il, presque pour lui-même, ses lèvres formant les mots alors que son esprit calcule désespérément. Hurle Chen par-dessus le rugissement du moteur qui fonctionne maintenant à la limite absolue de sa capacité. C'est le temps qu'on a avant qu'il recharge et tire à nouveau. 180 secondes,
3 minutes. Bouge plus vite. 3 minutes. 180 secondes. Le temps qu'il faut pour préparer une tasse de café. Le temps d'une chanson à la radio. Le temps entre la vie et la mort. À l'intérieur du Panther, Weber observe les chasseurs de chars américains se disperser comme des insectes sous une pierre qu'on vient de soulever. La fumée du premier tir flotte encore dans l'habitacle, âcre et brûlante, se mêlant à l'odeur d'huile chaude et de sueur. Ses yeux ne quittant pas le périscope, suivant les mouvements frénétiques des Hellcats survivants avec l'intensité d'un faucon observant des proies. « Rechargez !» ordonne-t-il calmement, sa voix aussi posée que s'il commandait une tasse de café plutôt qu'un acte de destruction. C'est cette tranquillité, cultivée sur une centaine de champs de bataille, qui maintient son équipage efficace même quand le chaos règne autour d'eux. Richter chambre un autre obus avec une précision mécanique, ses mains exécutant une danse qu'il a répétée des milliers de fois. Le claquement métallique de la culasse se refermant résonne dans l'espace confiné, un son aussi familier à Weber que les battements de son propre cœur. « Prêt », annonce Richter, ses yeux déjà collés à la lunette de visée, cherchant la prochaine cible. « Visez le deuxième véhicule. Celui qui mène à gauche », ordonne Weber, ses doigts tambourinant légèrement sur le bord de son périscope, le seul signe extérieur de la concentration intense qui bouillonne sous sa surface calme. Le canon pivote avec une fluidité hydraulique, le turbocompresseur du Panther sifflant doucement pendant que la tourelle tourne. Les réticules de visée glissent à travers le paysage dévasté, passant sur les arbres brisés, les cratères d'obus, les débris de guerre, jusqu'à ce qu'ils se fixent sur la silhouette fuyante du Hellcat. Weber inhale profondément, remplissant ses poumons d'air vicié, tenant son souffle pour stabiliser son corps entier. Chaque muscle se tend, chaque sens s'aiguise, jusqu'à un point de concentration absolue. Il peut sentir le pouls de son équipage, sentir la tension électrique qui remplit l'espace entre eux. Il retient son souffle. 1 seconde. 2 secondes. « Feu », dit-il simplement. Le Panther recule violemment alors que le canon de 75 mm rugit, libérant son fardeau mortel dans un éclair de feu et de fumée. L'obus traverse l'air à une vitesse qui défie la perception humaine, plus rapide qu'un battement de cils, plus rapide que la pensée. Weber observe à travers son périscope, voit l'impact, voit le Hellcat exploser dans une gerbe de flammes orange et de fumée noire qui monte vers le ciel comme une offrande sacrificielle. « Touché », murmure Richter, avec une satisfaction professionnelle qui n'a rien de cruel, juste la reconnaissance d'un travail bien fait. Mais les autres bougent maintenant. Vraiment bougent. À 88 km/h, ils ne sont plus des cibles mais des fantômes, des traînées floues de métal vert olive qui strayent son champ de vision comme des comètes terrestres. Weber plisse les yeux, essayant de suivre leurs trajectoires erratiques, mais c'est comme essayer de suivre des mouches avec un fusil. Chaque fois qu'il pense avoir verrouillé une cible, elle a déjà changé de direction, zigzaguant dans un motif qui semble aléatoire, mais qui est clairement dicté par un instinct de survie désespéré et une formation tactique solide. « Ils essaient de nous flanquer », observe Richter, sa voix maintenant teintée d'une note qu'il n'avait pas avant, quelque chose qui ressemble presque à de l'inquiétude. Weber voit ce que son tireur voit. Les 3 Hellcats survivants ne fuient pas en ligne droite comme des animaux paniqués. Non, ils se déploient, utilisant le terrain, se séparant pour créer plusieurs menaces simultanées. C'est une tactique intelligente, la tactique de chasseurs qui ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner face à face, mais qui peuvent être gagnés par la manœuvre. « Laissez-les essayer », répond Weber. Mais même lui sent les premiers picotements d'inquiétude se glisser dans sa conscience comme de l'eau froide s'infiltrant à travers une digue. Les Américains ne combattent pas comme ils le faisaient dans les Ardennes. Weber se souvient de ces batailles, de ces Sherman qui se positionnaient stoïquement, échangeant des coups jusqu'à ce que la supériorité du blindage et de l'armement allemand l'emporte inévitablement. Mais ces Hellcats, ces machines fragiles avec leur blindage de papier, ne jouent pas ce jeu. Ils courent, et en courant, ils survivent. Ils transforment leur faiblesse en force, leur vulnérabilité en mobilité. C'est une leçon que Weber aurait préféré qu'il n'apprenne jamais. Un Hellcat disparaît derrière une haie, et malgré tous les efforts de Weber pour le suivre avec son périscope, il le perd complètement dans l'enchevêtrement de branches et de terre gelée. C'est comme si le véhicule s'était évaporé,
dissous dans le paysage. Un autre fait un large cercle, utilisant une maison détruite comme couverture, n'apparaissant que par intermittence dans les espaces entre les murs effondrés. Weber fait pivoter la tourelle du Panther, le moteur hydraulique gémissant sous l'effort, essayant de les suivre, mais ils sont trop rapides. Au moment où il verrouille l'un d'eux dans sa visée, l'Américain a déjà bougé, déjà disparu derrière un autre obstacle, déjà changé de trajectoire. Recharger, ordonne-t-il encore, mais cette fois sa voix porte une note d'urgence qu'elle n'avait pas auparavant. Koch s'exécute avec sa rapidité habituelle, mais même les 20 secondes qu'il faut pour charger un nouvel obus semblent maintenant une éternité dangereuse. 20 secondes pendant lesquelles les Hellcat parcourent près de 500 mètres. « Hauptmann » dit Richter doucement, sa voix portant maintenant une nuance indubitable d'alarme. Il se rapproche. Et Weber réalise, avec le genre de clarté froide et terrible qui vient parfois dans les moments de grand danger, que le piège qu'il a tendu est devenu une cage et qu'il est celui qui est pris au piège. Les Américains ne battent pas en retraite, ils l'encerclent. C'est une manœuvre audacieuse, presque suicidaire contre un panthère, mais c'est aussi la seule manœuvre qui leur donne une chance. Weber sent son pouls s'accélérer, sent l'adrénaline commencer à inonder son système. Il a été dans des situations difficiles avant, des situations où la mort semblait certaine, mais il y a quelque chose dans cette inversion soudaine, ce passage du chasseur au chassé, qui fait vibrer quelque chose de primitif dans son cerveau reptilien. Position des autres panthères, demande-t-il rapidement à Bauer, son radio-opérateur. Le Panther de Müller rapporte qu'il est engagé avec un Hellcat sur le flanc nord, répond Bauer, écoutant les rapports crépitants qui arrivent dans son casque. Vogel a perdu le contact visuel avec sa cible. Elle a disparu dans le village détruit à l'est. Donc ils sont seuls, pense Weber. 3 Hellcats contre un Panther. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute logique, contre tout ce que les manuels tactiques enseignent, ce sont les Américains qui dictent maintenant les termes de l'engagement. Il prend une décision rapide, le genre de décision qui sépare les commandants qui survivent de ceux qui meurent. Schneider recule, lentement. Garde-nous orientés vers la menace principale. Le Panther commence à reculer, ses chenilles grinçant alors qu'elles inversent leur direction. Mais un panthère en marche arrière est comme un éléphant essayant de danser, puissant mais pas gracieux, fort mais pas agile. Weber balaye constamment avec son périscope, essayant de garder les 3 Hellcats en vue simultanément, mais c'est impossible. L'un est toujours hors de vue, toujours dans un angle mort, toujours en train de se rapprocher. « Contact ! Scepter !» crie soudainement Richter. Weber pivote, voit un Hellcat émerger d'un bosquet d'arbres, son canon de 76 mm pointant directement vers eux. Le Hellcat tire. L'obus frappe le blindage frontal du Panther avec un impact qui résonne dans tout le véhicule comme un coup de marteau géant, contre une cloche. Weber est secoué dans son siège, ses dents claquent, ses oreilles sonnent, mais le blindage tient, 80 mm d'acier trempé faisant exactement ce pourquoi il a été conçu. L'obus ricoche, tournoyant dans l'air dans une trajectoire aléatoire. Dégâts ? Aboie Weber. Négatif, répond Schneider depuis le poste de pilotage. Blindage intact. Mais il teste nos défenses, Herr Hauptmann. Il cherche les points faibles. Et c'est exactement ce qu'ils font, réalise Weber. Les Américains ne sont pas stupides. Ils savent qu'ils ne peuvent pas percer le blindage frontal du Panther, donc ils se déplacent, sondent, cherchent les flancs plus faibles, l'arrière vulnérable. C'est une tactique de meute de loups, et le Panther, malgré toute sa puissance, est un ours entouré de prédateurs plus rapides. Richter, priorité à tout ce qui se déplace sur nos flancs, ordonne Weber. Sa voix maintenant tendue malgré ses efforts pour rester calme. Koch prépare des obus explosifs. S'ils se rapprochent trop, on les arrose avec des éclats. Un deuxième Hellcat apparaît, cette fois à 3 heures, tirant en mouvement. L'obus passe si près de la tourelle que Weber jure qu'il peut sentir le déplacement d'air. Richter pivote, tire, mais le Hellcat a déjà disparu derrière un mur de pierre effondré. L'obus du Panther pulvérise le mur, transformant la pierre en gravier, mais le Hellcat est indemne, déjà en mouvement vers une nouvelle position. « Ils jouent avec nous », murmure Richter,
Et il y a maintenant une nuance de peur réelle dans sa voix, la peur d'un homme qui commence à comprendre qu'il pourrait ne pas survivre à cette journée. Weber regarde son équipage, voit la même réalisation se refléter dans leurs yeux. Koch charge les obus avec des mains qui tremblent légèrement maintenant. Schneider transpire abondamment malgré le froid, ses jonctures blanches sur les leviers de commande. Bauer marmonne des prières à voix basse entre les transmissions radio. Ils ont tous compris la même chose. La supériorité technique ne signifie rien si vous ne pouvez pas toucher votre ennemi. La vitesse, cette qualité qu'ils ont toujours méprisée comme une faiblesse déguisée, s'est transformée en l'arme la plus mortelle sur ce champ de bataille. Le troisième Hellcat reste invisible, et c'est celui-là qui inquiète le plus Weber. Celui qu'il ne peut pas voir est celui qui va les tuer. Il le sait avec la certitude d'un homme qui a survécu trop longtemps en faisant confiance à son instinct. « Où est le troisième » demande-t-il, sa voix maintenant franchement tendue. « Où est ce maudit troisième Hellcat » Personne ne répond parce que personne ne sait. Et dans ce silence, Weber entend quelque chose qui le glace jusqu'aux os. Le rugissement aigu d'un moteur américain poussé à sa limite absolue, se rapprochant rapidement, quelque part derrière eux, dans leur angle mort le plus vulnérable. « Derrière nous !» hurle Bauer. Il charge directement vers nous. Le Hellcat de Morrison dérape jusqu'à l'arrêt derrière les ruines d'un mur de pierre. Les chenilles crissent sur le sol gelé, projetant de la terre et des gravats dans leur sillage. Son cœur bat si fort qu'il peut l'entendre dans son crâne, un tambour primitif qui pulse au rythme de la pure adrénaline. Ses mains tremblent sur la tourelle, non pas de peur exactement, mais de cette surcharge sensorielle qui arrive quand chaque nerf est tendu au point de rupture. L'air sent la cordite, la fumée, et quelque chose de métallique qu'il ne peut pas tout à fait identifier, mais qu'il connaît intimement maintenant, l'odeur de la bataille elle-même. « Red, tu as un tir » demande Morrison, essayant de garder sa voix stable, même si tout son corps vibre de tension. « J'y travaille » répond Red, sa propre voix tendue comme un fil de fer sur le point de se rompre. À travers les brèches du mur, Morrison peut voir le Panther, massif et brutal, une montagne d'acier qui se dresse contre le ciel gris, comme un monument à la destruction. Sa tourelle tourne lentement, méthodiquement, cherchant, toujours cherchant. Le canon long pivote comme l'œil d'un cyclope géant, balayant le champ de bataille à la recherche de sa prochaine victime. Morrison prend une décision. C'est peu. Être la décision la plus folle de sa vie. Mais c'est aussi peu. Être la seule qui leur permettra de survivre aux prochaines minutes. Chen, quand je donne le signal, plein gaz. Droit sur eux. Il y a un moment de silence absolu dans l'intercom, puis la voix de Chen, incrédule et presque étranglée. « Vous êtes fou ?» Morrison sent un sourire amer se former sur ses lèvres malgré la situation. Probablement. Mais ce panthère ne peut pas abaisser son canon assez bas si nous sommes prêts. C'est un angle mort. On rentre au contact, on gagne. La voix de Red est serrée comme un poing. C'est du suicide, sergent. Morrison regarde le panthère à travers les fissures du mur, calcule les angles, les distances, les probabilités. Toutes les mathématiques froides de la survie se déroulent dans son esprit en quelques secondes. « Non », dit-il finalement avec une conviction qu'il ne savait pas posséder. C'est la seule façon. Il se tourne vers Lewis, le chargeur. Le gamin est pâle comme un fantôme, tremblant visiblement, ses 10 à 9 ans, n'ayant jamais semblé plus évident qu'en ce moment. Des larmes non versées brillent dans ses yeux, mais il ne détourne pas le regard. « Tu es prêt ?» demande Morrison doucement. Lewis hoche la tête, et malgré le tremblement de son corps, sa voix est ferme quand il répond. « Je suis prêt. » Morrison sent quelque chose se gonfler dans sa poitrine, quelque chose qui ressemble à de la fierté, à de l'amour pour ces hommes qui sont prêts à suivre un plan insensé, simplement parce qu'ils lui font confiance. « Alors finissons-en, » dit-il. Il inspire profondément, remplit ses poumons d'air glacé et chargé de fumée, et hurle. « Maintenant !» Chen écrase l'accélérateur jusqu'au plancher. Le Hellcat explose littéralement de sa couverture, le moteur hurlant comme une bête enragée, les chenilles mordant dans la terre avec une férocité désespérée. Ils atteignent 88 km/h en quelques secondes, une accélération qui presse Morrison dans son siège avec une force presque physique. Le monde devient flou.
les arbres et les débris se fondant en une traînée de couleurs et de formes indistinctes. Le Panther se profile devant eux comme une montagne d'acier, grandissant dans leur vision à une vitesse terrifiante. Weber les voit arriver. Morrison peut presque voir la surprise sur le visage du commandant allemand à travers le périscope. Le canon du Panther pivote désespérément, essayant de s'aligner, de suivre cette cible qui fonce droit sur lui à une vitesse suicidaire. Weber tire. L'éclair orange du canon illumine brièvement le paysage gris, mais le coup part haut, trop haut. Le Hellcat bouge trop vite, trop bas, l'angle est mauvais, impossible. L'obus siffle au-dessus d'eux, si près que Morrison sent le déplacement d'air, mais c'est un raté. Et un raté est aussi bon qu'un kilomètre. Tire, hurle Morrison, sa voix se cassant sur le mot. Red presse la détente. Le canon de 76 mm rugit, un son qui remplit l'univers entier, qui fait trembler le Hellcat jusqu'à ses rivets. Morrison voit l'obus traverser l'espace entre eux et le Panther. Voit l'impact sur le blindage latéral, le point le plus faible, exactement là où il doit être. L'obus perce, traverse l'acier comme un couteau brûlant à travers du beurre. À l'intérieur du char allemand, le chaos éclate. Le feu jaillit des systèmes hydrauliques percés, consume l'oxygène dans l'espace confiné. Les cris résonnent, des voix humaines transformées en hurlements de pure terreur et de douleur. Le Panther tressaille comme un animal blessé, la fumée noire jaillissant de ses écoutilles comme du sang d'une plaie mortelle. Le Hellcat de Morrison passe en trombe, Chen tirant sur les leviers avec toute sa force, les chenilles hurlant en protestation alors qu'il dérape jusqu'à l'arrêt 200 mètres plus loin. Le silence. Un silence si profond, si complet, après le chaos sonore des dernières minutes, qu'il semble presque surnaturel. Morrison peut entendre sa propre respiration, rauque et irrégulière, peut entendre le tintement du métal chaud du canon qui refroidit, peut entendre le vent qui siffle doucement à travers les ruines environnantes. Puis, lentement, comme au ralenti, l'écoutille du Panther s'ouvre. Weber grimpe hors du char, son uniforme roussi et déchiré, son visage noirci par la fumée et la suie. Il lève les mains, le geste universel de la reddition, et dans ce geste, la bataille se termine. Morrison expire, un long souffle tremblant qu'il ne savait pas retenir. Tout son corps tremble maintenant, l'adrénaline s'évacuant de son système et le laissant vider, creux, raide-rite, un son aigu et maniaque qui frôle l'hystérie. On l'a fait, on l'a vraiment fait. C'est le rire d'un homme qui vient de regarder la mort en face et qui a vécu pour raconter l'histoire. Chen s'effondre sur le volant, son front pressé contre le métal froid, ses épaules secouées de sanglots silencieux. « Je ne referai jamais ça », murmure-t-il, sa voix à peine audible. « Plus jamais. » Louis se contente de fixer le Panther fumant, les larmes coulant librement sur ses joues, traçant des lignes propres à travers la saleté et la suie qui couvre son visage. Il ne dit rien, ne peut rien dire, mais dans ses yeux, Morrison voit le poids de ce qu'ils viennent de faire, le poids de la survie acheté au prix de la vie d'autres hommes. C'est un poids qu'ils porteront tous jusqu'à la fin de leur jour. 3 mois plus tard, la guerre se termine. Morrison se tient dans un camp de personnes déplacées en Bavière, aidant à distribuer de la nourriture. Un vieil homme allemand s'approche de lui, tanné par les épreuves, fatigué, mais pas brisé. « Vous étiez tankiste ?» demande l'homme dans un anglais hésitant. Morrison hoche la tête. « Moi aussi, équipage de Panther, près de Durin. » Morrison se fige, son cœur manquant un battement. « Vous avez survécu ? » ?»« À peine, » répond l'homme en montrant une cicatrice sur son bras, une ligne blanche irrégulière qui raconte une histoire de feu et de métal. « Vous ? » Pareil. Ils restent debout en silence pendant un moment, 2 anciens ennemis séparés par quelques mètres de terre battus, mais reliés par quelque chose de plus profond que les mots ne peuvent exprimer. Autour d'eux, la vie du camp continue, indifférente à ce moment de reconnaissance silencieuse entre 2 hommes qui se sont peu, être affrontés sur un champ de bataille gelé il y a une éternité de 3 mois. Finalement, l'Allemand dit « Votre machine, très rapide. » Morrison rit presque. Un son sans joie qui ressemble plus à une expiration qu'à de l'amusement. Assez rapide, mais pas sûr. Non, jamais sûr.
L'homme hoche la tête avec la sagesse de quelqu'un qui a vu les mêmes choses que Morrison, qui a perdu les mêmes amis, qui porte les mêmes cicatrices invisibles. La guerre ne parle pas de sécurité, elle parle de secondes. Qui les a? Qui les utilise? Qui les survit? Morrison pense aux 180 secondes qu'il a fallu pour fermer la distance. Les 3 minutes entre la vie et la mort. Ouais, dit-il doucement, les secondes. L'Allemand tend la main. Morrison la serre. Quelque part au loin, des enfants jouent. Rien. Le son d'un monde qui apprend à oublier. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire.